Bonjour et bienvenue sur Parole de Leader. Je suis Hubert Calais-D'Amato et je vous propose aujourd'hui une conversation avec un expert de la communication de risque et de crise, Philippe Bormans. Bonjour Philippe. Bonjour Hubert, merci pour l'invitation. Alors Philippe, tu es consultant en communication et relations publiques et tu es aussi formateur. Et si je veux expliquer un petit peu ta carrière, tu as commencé chez Porter Novelli à Bruxelles, tu as travaillé ensuite chez IBM et enfin au sein d'un groupe appelé Bandmark, toujours en Belgique, où tu as travaillé notamment sur la pratique des médias sociaux en entreprise. Tu t'es installé au Maroc en 2016 et tu as été nommé directeur de la stratégie d'une agence de RP basée à Casablanca. Aujourd'hui, tu vis au Portugal et tu te spécialises dans la communication de risque et de crise pour les clients du monde entier. Et enfin, je sais que tu es membre de plusieurs associations européennes de communication. Tu peux peut-être nous dire lesquelles ? Mais écoute, je suis membre depuis le début de l'Association européenne des directeurs de communication, le EACD en anglais. Il y a 2 ans, on m'a demandé d'être membre de la direction de l'Association internationale de relations publiques. Donc, c'est 2 associations, une avec un focus européen, l'autre à l'international, où je m'investis en tant que volontaire. Alors, on se connaît depuis de nombreuses années, je le dis pour les gens qui nous écoutent. Tu es un professionnel reconnu pour ton expertise et ce à l'échelle internationale, mais tu as surtout une caractéristique qui est assez rare, c'est-à-dire que tu disposes à la fois d'une expertise forte de la communication de crise pour les entreprises et aussi bien en interne qu'en agence, et tu as également une expertise en communication de risque et je dirais plus autour des besoins des autorités publiques. Et c'est surtout pour ça que chez Parole de Leader, on est très intéressé par ton avis, en particulier sur les liens entre les 2 sujets et dans le contexte particulier de la crise sanitaire que nous vivons aujourd'hui. Oui, en effet, les liens et aussi les différences, je crois. Hein. Donc, j'ai eu l'occasion de travailler dans le privé et me spécialiser dans la communication de crise. Mais ici, donc, il y a 3, presque 4 ans, je me suis spécialisé dans la communication des risques en cas d'urgence. J'ai été formé par l'OMS. Et donc là, je travaille dans le contexte des pandémies, des épidémies, un petit peu partout dans le monde. Et c'est comme ça que j'ai vu les différences, mais aussi les mêmes pratiques qui se font aussi bien en com de crise traditionnelle dans le secteur privé que en communication des risques. Mais c'est quand même 2 mondes différents qui, je trouve, doivent se rapprocher beaucoup plus. Alors, du coup, on a pas mal de questions à te poser. Alors, Philippe, je voudrais commencer par une question très simple. On est dans le contexte d'une crise mondiale massive. On a aperçu dans ce contexte une forme d'incohérence, une forme de dispersion des efforts et des actions entre les entreprises, les ONG, les autorités locales, les autorités territoriales, les gouvernements, les organisations internationales, et je pense évidemment à l'OMS et à ses relations avec les États, avec les gouvernements. Cette impression générale d'incohérence fait que je pense qu'il faut revenir un peu aux fondamentaux. Est-ce qu'on peut, avec toi, expliquer clairement aujourd'hui la différence entre des notions fortes qui sont la communication de crise d'un côté, la communication de risque de l'autre, et puis on a aussi la communication de risque d'urgence, et enfin la notion peut-être un peu plus vaste de gestion des risques. Est-ce que tu peux nous guider à travers ces différentes notions ? Oui, je crois que c'est important parce que la crise ou l'urgence qu'on connaît aujourd'hui en forme de pandémie, elle est très complexe, donc parfois ça sert quand même à un petit peu regarder les définitions. Et elles sont importantes parce que après on va en discuter. Donc je crois que je commencerai par l'aspect le plus large qui est la gestion des crises et de risque, qui est la gestion totale qui va de la logistique à la communication vers les côtés plutôt techniques, technologiques, etc. Donc ça, c'est généralement une équipe aussi, hein, une équipe, mais qui englobe le tout dont on a besoin pour gérer un risque ou une crise. En allant jusqu'à l'identification de crise avant qu'elle n'ait lieu, etc. Donc les analyses de risque aussi se trouvent là-dedans. Donc c'est assez large. Une grande équipe aussi en monde réel, c'est une large équipe. Là-dedans, il y a naturellement un aspect très important, crucial même, qui est la communication. Et c'est là-dedans qu'on voit les différences. Alors traditionnellement, la communication de crise, c'est la communication qu'on fait, généralement dans le secteur privé, quand on est en crise. Donc la crise est là, on doit gérer la communication, c'est la
communication de crise. D'un autre côté, et de nouveau, similaire mais avec des différences, il y a la communication des risques en cas d'urgence. Et cette approche-là est plus large. Elle commence avant l'annonce d'une urgence, comme une pandémie par exemple, pendant et après. Elle a un cycle bien reconnu, une méthodologie bien reconnue, qui couvre tous les aspects. Aussi quand, par exemple, le risque est passé. Et généralement, entre le moment où le risque est passé et le nouveau risque, une nouvelle pandémie, une nouvelle épidémie, et il y en aura, se déclare, entre ces deux-là, ces 2 points dans le temps-là, on a la communication des risques. En fait, pour être très visuel, la communication des risques, c'est une discussion avec votre médecin généraliste qui vous dira arrêtez de fumer puisque c'est dangereux. Un jour, vous allez attraper le cancer. Et la communication des risques en cas d'urgence, c'est la communication qui se fait autour de la table d'opération. Quand c'est déjà, l'urgence est déclarée et on doit travailler avec. Donc voilà un petit peu les définitions. Après, on va retrouver ça dans des livres académiques, etc. Pour moi, les grandes différences, c'est comme des crises, secteur privé, la crise se déclare et on doit communiquer. Communication des risques en cas d'urgence, le cycle complet de avant, pendant, après, qui regarde des aspects plus complexes que simplement une crise de réputation. Alors j'ai cité ton parcours, c'est assez difficile de résumer une expérience aussi riche en quelques phrases, mais c'est peut-être le moment de préciser que tu as, au-delà d'une expertise dans différentes facettes de la communication, une expertise de terrain dans plusieurs contextes culturels et géographiques, puisque tu es intervenu, dis-moi si je me trompe, mais à la fois en Europe, dans des zones comme les Caraïbes, en Afrique récemment en particulier. Est-ce que tu peux nous parler de l'importance de la culture locale? C'est un mot qui est très, très vaste, hein, un concept qui est très vaste, la culture, mais de l'importance de la ou des cultures locales sur la gestion des risques et la gestion des crises. Mais je crois, en ayant travaillé, comme tu le dis, les Caraïbes, c'est pas la même chose que les différents pays en Europe. Déjà, l'Europe du Nord et du Sud, c'est différent. J'habite au Portugal, je vois bien la différence avec la Belgique. Après, j'ai vécu en Afrique du Nord, au Maroc, qui est déjà différent que l'Afrique subsaharienne. Donc, je peux un petit peu comparer. Et ce que je trouve très intéressant là-dedans, c'est vraiment fascinant, c'est la perception du risque déjà, qui est complètement différent. La perception du risque du point de vue culturel est différente. La perception du risque est différente selon les sexes. Un homme et une femme n'ont pas la même perception des risques. Alors, mais là-dessus, encore une couche culturelle, religieuse, traditionnelle, de tradition, alors on arrive à des systèmes de communication assez complexes. C'est pour ça que quand je pars en mission, par exemple, au Bénin, j'ai avec moi des gens qui ont une toute autre spécialité. Je travaille avec des sociologues, des anthropologues et naturellement des médecins, des spécialistes en épidémiologie. Mais on travaille avec les prêtres locaux, avec les imams, on travaille avec les médecins traditionnels, donc les chefs de village. Et donc tout ça fait naturellement que, et je crois que c'est complètement juste aussi et que ça doit se faire dans d'autres cas aussi, on a cet input, cette information du surplace, des gens qui s'y connaissent, et ça on intègre dans les plans de crise. Et je crois que c'est quelque chose qu'on a un petit peu perdu dans nos pays en Europe, où on a un petit peu quand même standardisé l'approche de la com de crise à ce moment-là, et on le voit aujourd'hui, dans le contexte de la pandémie, qu'une approche communication de crise, pandémie, déjà, ça devrait être la communication de risque en cas d'urgence, mais on passe. Et les mêmes principes ne fonctionnent pas au nord de l'Europe que dans le sud. C'est quelque chose de très basic, mais on ne le prend pas en compte. Et ça, j'ai appris maintenant, déjà depuis 4 ans, en travaillant sur des projets pareils à l'étranger. Et alors, si on applique ça en particulier au cas des entreprises, j'imagine que c'est d'autant plus vrai pour les multinationales, en tout cas les entreprises internationales qui sont concernées par une variété de situations locales très différentes. Est-ce que dans ton expérience, les entreprises internationales prennent suffisamment en compte la notion de multiculturalité dans la préparation et la mise en œuvre de leur plan de communication de risque et de crise?
Alors, en général, ma réponse est non, en ayant travaillé quand même dans une boîte comme IBM qui est très internationale. Il y a deux aspects, je crois. Ou bien on a une entreprise qui a une culture d'entreprise très forte. C'était bien le cas chez IBM, par exemple, où, du point de vue de travail, culture de travail, c'était un petit peu la même chose partout où on allait. On rentrait dans un bâtiment à New York, à Singapour ou à Paris, on rentrait chez IBM. Mais ça, c'est la culture de travail. Ici, on parle d'une culture de communication et, en plus, en cas de crise ou d'urgence, ce qui n'est pas la même chose. Et donc là, je crois qu'il y a beaucoup de travail à faire. On ne peut pas, par exemple, en Europe, et de nouveau, l'Europe est différente, je parle de Belgique, France probablement, et les Anglais aussi probablement, on a une approche sur la com de crise, par exemple, très centralisée, où le responsable de la cellule de com de crise prend la décision et le reste exécute. Il n'y a pas trop de discussion, c'est pas de la créativité, on est sous pression. Si le plan est bon, on exécute, on avance. C'est une approche qui ne fonctionne pas, par exemple, dans un pays comme le Maroc, où la culture d'entreprise déjà est complètement différente et la culture de communication est complètement différente, puisque chaque décision se prend à plusieurs personnes. Il n'y a pas qu'une personne qui dit ceci est la route pour on va à gauche au lieu de droite. Non, c'est une concertation, c'est une culture de concertation. Elle a une origine tribale. Donc il faut reconnaître ça. On ne peut pas venir avec des directives comme ça. Vous le faites comme ça et pas autrement. Non, on a besoin d'une approche d'abord de concertation, que le groupe se mette d'accord et que la prise de décision est faite en groupe aussi. Donc c'est tout petit comme point d'exemple, hein, parce qu'on fait des décisions de communication chaque jour. Mais déjà là, juste un exemple du Maroc comparé avec, par exemple, Belgique ou l'Angleterre ou la France, je suppose, voilà une grande différence. Donc, pour faire court, non, on doit prendre, et les entreprises doivent prendre en compte ces différentes cultures de communication locales et certainement les intégrer dans leur plan de communication de crise. Donc ça veut dire aussi qu'il faut, encore une fois, dans le cadre d'une présence internationale, un dispositif de gestion de risque et de gestion de crise, et notamment de communication en cas de crise, qui soit dimensionné pour ça, c'est-à-dire à la fois avoir les bons professionnels qui maîtrisent les méthodes de la communication de crise et qui maîtrisent les codes culturels locaux. Ce qui n'est pas forcément le cas en termes de moyens mis à disposition. Je pense à des filiales dans un groupe international, par exemple. Oui, mais c'est ce qui est quand même très important, même si on a un groupe international quand on parle de communication. Bon, je connais plein de groupes internationaux qui envoient leur directeur de communication du QG vers les autres pays, qui gèrent la communication. Ok, c'est très bien, why not? Mais en même temps, j'espère que l'équipe est nationale et qu'il y a une culture quand même où le directeur de communication étranger à ce moment-là a quand même une sensibilité humaine tout simple et culturelle déjà pour se dire, ok, j'écoute aussi ce que mes gens me disent. S'ils me disent, écoute, cette approche-là, no way, ça se fait pas comme ça chez nous, c'est pas juste dire t'es étranger et on va pas t'écouter. Non, généralement, c'est pour dire à l'étranger qui rentre, pour dire, écoutez, les choses se font différemment. Nous, on fait cette approche comme ça et trouver un moyen de collaboration. Et ça, c'est quand même assez important. Si on prend les entreprises privées en général, quelle est ton analyse sur l'état de préparation qu'elles ont? Alors c'est difficile de faire des moyennes évidemment entre les secteurs d'activité qui sont peut-être plus exposés à des risques comme les risques industriels par exemple, mais si on devait faire une moyenne sur les grandes entreprises, quel est ton sentiment à ce jour? Mais il y a différents aspects. Quand on parle spécifiquement de C19, de Covid-19, c'est une pandémie, donc c'est une épidémie qui est devenue une pandémie, ce qui veut dire tout simplement qu'elle s'est répandue au niveau mondial. Le risque d'épidémie/pandémie, et j'invite aux gens qui écoutent le podcast d'aller voir ça sur le web, tous les analyses de risque de n'importe quel gouvernement au niveau mondial, dans cette analyse de risque, on va retrouver depuis 5 ans, dans le top 5 à top 10 des risques pour ce gouvernement, donc pour ce pays, une épidémie ou une pandémie. Donc ce n'est pas que c'est venu
comme un éclair tout à fait, tout à coup, sans annonce. L'OMS a, depuis 5 ans, fait des briefings réguliers aux gouvernements locaux, aux ministères de la santé locaux dans chaque pays, membres de l'OMS, que épidémie avec potentielle pandémie était un risque à prendre en compte. Donc ça, quand j'entends dire aux gens, et certains, mais là je parle de gouvernements qui disent oui, mais on peut pas, non, c'était sur l'agenda, donc fallait préparer. Pour les entreprises, c'est différent. On fait une analyse des risques qui, naturellement, a une lunette économique réputationnelle. Donc là, les analyses sont un petit peu plus différentes. On va regarder des changements dans la législation, on va regarder des mouvances de groupes de pression, mais il est vrai, c'est probablement une des premières fois, alors que bon, on a eu d'autres épidémies / pandémies dans notre courte histoire humaine et récente, mais c'est pour la première fois qu'une entreprise tout à coup devenait aussi assez responsable pour la santé de leurs employés. Alors, il est vrai qu'une entreprise est responsable pour la santé des employés, mais ici, c'était un petit peu plus large quand même. Beaucoup d'entreprises se sont senties sous pression pour aussi prendre des actions envers leurs employés pour les protéger contre une épidémie, un virus qui pourrait les affecter et qui pourrait naturellement affecter les opérations commerciales de l'entreprise. Est-ce que dans le cas d'une crise, qui est par définition quelque chose d'inattendu, parce que sinon ça serait pas une crise, est-ce que c'est pas l'émotion quelque part qui est le principal ennemi du communicant? Et quand je dis le communicant, je devrais dire plutôt la sphère qui englobe le communicant et les parties prenantes dans le processus de décision et de gestion de la crise, qui englobe naturellement les dirigeants. Est-ce que l'émotion qui brouille les pistes de la raison n'est pas quelque part le principal danger? Est-ce on devrait être plutôt le Dr Spock que le Capitaine Kirk dans une situation de crise? Non, j'aime bien la référence parce que je suis fan, donc très bien. Alors, déjà, je crois qu'il faut accepter, et ça je le dis clairement au début des formations que je fais en communication de crise ou de communication de risque en cas d'urgence, je le dis à tous mes étudiants, pour les appeler comme ça, on ne peut pas, et on doit accepter aussi en tant que communicateur, on ne peut pas préparer tout. Il y a des gens qui se font dans cette analyse de risque et qui font des analyses de risque à ne pas en finir et croient qu'ils peuvent préparer chaque scénario avec chaque petit plan et l'englober dans un grand plan de communication. Il faut arrêter de penser ça. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est s'entraîner, je crois, et des équipes de communication à être prêt pour une crise chaque jour et que ça devienne une sorte de seconde nature, de savoir que tout peut basculer une minute à l'autre dans un autre système, dans un autre rythme, et comme tu dis, ce rythme qui est très fort engendre une émotion, déjà pression, burn-out, n'oublions pas, toutes ces choses-là se passent aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il faut être Spock ou Captain Kirk? Je crois que c'est une balance. Il faut avoir, dans une bonne équipe de com de crise, je crois il y a les deux. Comme dans l'Enterprise, il faut les deux parce que sinon ça ne vole pas très bien dans les étoiles. Donc je crois qu'il faut ça. Et il faut aussi, et ça c'est un rôle, et je continue dans l'analogie parce que je l'aime bien, il faut aussi une hura, une responsable ou un responsable de communication qui est un petit peu aussi bien l'avocat du diable pour dire attention, ces décisions-là que vous prenez en tant qu'équipe peuvent avoir un impact sur réputation, etc., etc. Et en même temps, le rocher dans la tempête. La personne qui est sous pression, oui, mais qui reste calme, qui continue à analyser les choses avec ces lunettes qu'un bon communicateur a, c'est ces lunettes ouvertes au monde et c'est ce doigt qui est toujours en connexion avec le pouls de l'entreprise et de la société. Ce que j'entends aussi dans ce que tu dis, c'est que quelque part, cette posture peut-être d'humilité face au risque est plus productive sur le long terme. Je pense que comme moi, tu as vu des exemples dans des grandes entreprises où
pour quelque part essayer de couvrir au maximum tous les cas possibles, on finit par mettre en place des protocoles qui peuvent ressembler à des bibles, des tomes très épais, et qui se révèlent évidemment complètement inapplicables le jour où ça se produit, puisque c'est trop compliqué, on n'a pas le temps. Donc est-ce que quelque part c'est pas une notion de, comme tu disais, si je traduis ce que tu dis, de culture de risque plutôt que de préparation de tous les scénarios possibles? C'est une culture de risque. C'est un petit peu comme la culture de sécurité dans une entreprise. On pense toujours que voilà, la sécurité, c'est pour le groupe de sécurité. Non, c'est une responsabilité à tout le monde. Si vous laissez rentrer quelqu'un qui, soi-disant, a perdu son badge pour la journée, vous le laissez rentrer, c'est un risque. Et donc, c'est une culture de sécurité, mais aussi une culture de risque et de préparation à la crise, oui. Quand on regarde, il y a certains secteurs où ça fonctionne, ça fait une partie inhérente de la culture d'entreprise. Quand on regarde le secteur chimique, le secteur de l'industrie lourde, on voit les grands panneaux qui disent, voilà, aucun accident depuis autant de jours. Donc, ça fait partie vraiment de cette culture. Maintenant, là, c'est des accidents qui peuvent arriver parce que cette industrie a justement des risques bien identifiés. Mais n'importe quelle organisation aujourd'hui doit prendre en compte que des risques sur lesquels elle n'a aucun impact peuvent se produire et peuvent l'impacter et donc doivent être prêts. Est-ce que pour ça, toutes les entreprises, à partir de maintenant, doivent toujours avoir un stock de masques? Non, non. Par contre, elles doivent apprendre maintenant, à partir de maintenant déjà, apprendre comment gérer la prochaine, puisqu'il y aura une autre. Alors, il y a un ouvrage qui est sorti en 2019, si je dis pas de bêtises, qui s'appelle Crisis Management, gestion des crises, tout simplement, d'une autrice qui s'appelle Jennifer Bouchard, et qui dit, alors c'est une forme de rappel des fondamentaux, mais qui dit que quelle que soit l'ampleur d'une crise, sa criticité, sa durée, il y a toujours 4 étapes qui sont facilement discernables. C'est prévention, préparation, réponse et rétablissement, ou prevention, preparation, response and recovery. Ouais. Pour le coup, la phase aval, c'est-à-dire le recovery, est-ce que c'est pas le parent pauvre de tout ce process? Oui, je crois que le recovery est surtout l'analyse de comment on a géré, de comment on a bien géré ou mal géré, de ce qu'on pourrait faire, comment on pourrait adapter les plans existants avec la nouvelle information qu'on a, identifier les gaps dans tout ce qui est connaissance de la profession, formation. Ça, oui, par définition. Déjà, la préparation, il y a déjà encore plus de choses à faire dans la préparation, mais certainement dans la phase finale, qui n'est jamais finalisée, où on apprend surtout, là, il y a beaucoup de travail à faire. C'est pour ça que, par exemple, je le disais au début, il y a des choses qu'on peut apprendre l'un de l'autre. Et quand je dis l'un de l'autre, c'est la com de crise dans le secteur privé et la com des risques en cas d'urgence dans le secteur plutôt public, disons-le comme ça. C'est que quand on fait une intervention où on gère une crise comme une urgence comme l'Ebola, par exemple, j'ai travaillé dans ces pays-là, à chaque intervention, après chaque intervention et à chaque fois que l'épidémie est déclarée contrôlée, on fait ce qu'on appelle un after action report, un rapport d'analyse de toutes les parties prenantes. Et c'est là-dessus qu'on bâtit le nouveau plan et la nouvelle préparation et les nouvelles formations. Et donc la prochaine fois, et je l'ai vu dans des pays comme le Libéria, où c'était déjà la deuxième fois où ils avaient justement une épidémie d'Ebola, où on voit comment ils ont appris à gérer, comment ils ont appris à améliorer les interventions, comment ils ont appris la communication, comment ils ont appris à travailler avec les communautés sur place. Ils n'ont pas fait les mêmes fautes. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on doit introduire dans la com de crise. Parce que généralement, crise finie, ouf, back to normal. Je rigole à chaque fois quand je lis ça, back to normal. Et on passe au business as usual. Et tu citais Ebola. Est-ce que le Covid-19, c'est un cas tellement particulier, tellement unique qu'il échappe aux règles et aux catégories? Ou est-ce que quelque part, il y a une vraie continuité par rapport notamment aux crises locales qu'il y a pu y avoir avec le SRAS, avec Ebola et ainsi de suite, et que quelque part, ce n'est que finalement le degré et non pas la nature qui change avec le Covid?
Mais pour le Covid, il y a deux niveaux, hein, du point de vue ce qu'on appelle dans mon métier le côté technique est nouveau. Hein. On doit encore faire plein d'analyses sur ce virus. On doit regarder tout ce qui est le côté génétique de la chose. Ça, c'est le côté technique. Pour ça, il est nouveau. Il fait partie d'une famille qu'on connaît. Mais les analyses doivent encore se faire. Mais du point de vue communication, je suis désolé, c'est la même approche. C'est la même approche, mais à chaque fois, naturellement, adaptée aux communautés locales. Et je crois que là, on a fait un petit peu un plan pour tout le monde, en croyant que ça va fonctionner pour tout le monde. Et je vois quand même que beaucoup de pays, de gouvernements, me semblaient pas trop préparés à la communication des risques en cas d'urgence, comme on l'a défini au début de cette discussion qu'on a. Qu'ils ont pris le plan de crise qu'on utilise quand, je sais pas moi, une centrale nucléaire explose et qu'on a c'est la même chose pour une. Ben non, là ça fonctionne pas. Alors merci Philippe pour toutes ces réflexions, ces analyses sur deux facettes de nos métiers qui sont différentes mais qui ont beaucoup à s'apporter l'une à l'autre, hein, la communication de crise et la communication de risque. Je rappelle à nos auditeurs que Philippe Bormans est consultant en relations publiques et consultant en communication de risque et de crise. Il est également formateur. Et vous pouvez trouver plus d'informations sur cette activité de conseil en communication de risque et de crise sur son site web riskcoms.com et évidemment son profil LinkedIn où vous trouvez également l'ensemble de ses activités. Et je vous dis à très bientôt sur Parole de Leader.